addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du WoW du 7 décembre 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce WoW? Bah moi personnellement, j'ai très bien aimé ce WoW. Et franchement, c'est assez génial de voir des rivalités qui se construisent. Mais quand t'as WWE qui te disent qu'ils sont un peu à la bourre par rapport à TLC, pas par rapport au match, mais par rapport aux stipulations. Parce que comme vous savez, TLC, bien sûr il y a des TLC matchs, mais il y a aussi des matchs de table, des matchs de échelle et des matchs de chaise. Donc nous avons aucune de ces trois stipulations pour TLC. Donc WWE est un peu en PLS. Donc on peut s'attendre à ce que cette semaine, nous allons avoir des stipulations qui vont être ajoutées pour les matchs qui sont déjà planifiés. Et donc le show commence avec Randy Orton qui arrive tout simplement et qui nous dit que voilà... lui, il n'a pas besoin d'avoir un masque pour dévoiler son côté obscur, pour basculer du côté obscur de la force, alors que Bray Wyatt, lui, il en a besoin pour devenir The Fiend. Et donc, Randy Orton nous dit, voilà, il va aller dans la Firefly Funhouse et il va voir s'il va être accepté ou pas. Et là, nous avons Bray Wyatt qui nous accueille donc dans sa Firefly Funhouse et qui dit tout simplement qu'il n'a pas supporté ce que Randy Orton a fait à Alex Abyss la semaine dernière, ce qui explique pourquoi Alex Abyss est absent. Et donc Randy Orton, voilà, en prédateur qui est, il dit tout simplement à Bray Wyatt, je suis pas là pour jouer frère. Et là nous avons Bray Wyatt, voilà, en magicien qui est, se transforme en présentateur de télé et il nous propose un quiz avec ses marionnettes. Et donc, c'est assez rigolo de voir ça. Et là, Bray Wyatt pose une question à ses marionnettes en disant quelle va être la punition de Randy Orton à TLC? Aucune des marionnettes ne répond. Et là, Bray Wyatt nous dit que The Fiend a tout simplement la réponse à cette question. Et que The Fiend a toujours les bonnes réponses. Et là, Randy Orton commence à s'énerver en disant que voilà, il veut un match ce soir, mais pas contre The Fiend, parce qu'il y aura The Fiend à TLC. Il veut affronter Bray Wyatt, l'animateur de la Firefly Funhouse. Et nous avons donc Bray Wyatt qui accepte en rigolant. Et franchement, j'ai aimé ce segment, notamment Bray Wyatt qui est un vrai magicien. Et donc on nous annonce que le main event de ce soir sera Bray Wyatt contre Randy Orton. Et donc là, on passe au premier match de la soirée, Shayna Baszler contre la championne de Raw, Asuka. Et donc on nous a annoncé que les championnes affronteront Lana et Asuka pour TLC. Mais ça on savait déjà. Ça aurait été mieux que vous nous dites oui, on a rajouté une stipulation pour ce match. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi personnellement, vu la rivalité, un match de table serait la meilleure stipulation pour ce match. Et donc on voit que clairement du côté des championnes par équipe, elles disent elles-mêmes c'est Asuka l'élément le plus dangereux de l'équipe adverse. Lana, aucun respect. Et donc le match, bah, en soi n'est pas mauvais. C'est juste les éléments extérieurs, donc Nia Jax et Lana, qui sont vraiment, ne servent à rien. Parce qu'on a Lana, voilà, elle est zen. Elle intervient que si Nia Jax intervient. Sinon, Lana, elle est bras croisés, elle laisse sa partenaire s'en occuper. Et donc le match se termine, voilà, dans le but de protéger Shayna Baszler, voilà, une petite distraction, voilà, manque de concentration de Shayna Baszler, et un petit roll-up pour le compte de 3. Donc Asuka remporte le match et donc on a plus ou moins voilà, le premier point accordé par l'équipe de Lana et d'Asuka, tout simplement. Mais voilà, on peut pas dire grand chose quoi, c'est vraiment... avant c'était la division par équipe qui était en mode PLS à la WWE, donc maintenant c'est la division féminine qui est vraiment en gros mode PLS quoi. Là clairement, là, on a vraiment touché le fond du côté division féminin à la WWE. Franchement, on peut rien faire de plus. Donc s'il vous plaît, Charlotte Flair, revenez. Becky Lynch, revenez rapidement. D'ailleurs, ça me permet de switcher sur un petit truc. Nous avons appris que Becky Lynch a accouché donc de son enfant donc avec Seth Rollins. Et c'est une heureuse petite fille du nom de Rue. Et donc comme on espérait, on a Roman Reigns qui a une petite fille, Jon Moxley attend une petite fille, et Seth Rollins a une petite fille maintenant. Donc, selon vous, dans 20 ans, est-ce que nous aurons The Shield version féminin dans 20 ans? Donc là, on passe au deuxième match de la soirée, Dana Brooke et Ricochet
contre Reckoning et Sam Jack de Rétribution. Mais avant, nous avons un petit passage en coulisses avec Dana Brooke et Ricochet. Et donc Sarah qui demande aux deux catcheurs pourquoi ils ont décidé de s'allier. Et donc Ricochet a dit que tout simplement, la force de Rétribution, c'est le nombre. Donc nous aussi, nous allons venir en nombre et nous allons battre Rétribution. Et bah le match, qu'est-ce que je peux dire? Bah en soi, les catcheurs sont super. Mais ils sont très mal utilisés à la WWE, ça c'est clair et net. Ricochet, ça fait depuis le début d'année, depuis sa défaite face à Brock Lesnar, il est plus utilisé. On a Reckoning, donc Mia-Yim pourrait être très bien utilisé à la WWE. Mais du fait qu'elle est à la Rétribution, bah elle sert plus à rien quoi. Donc c'est ça le problème. Et Sam Jack, bon, ils ont commencé à lui mettre un petit momentum, voilà, ils lui font gagner quelques matchs. Mais on voit, voilà, que le but c'était vraiment de protéger Sam Jack vraiment à fond, à 100%. Car le match, c'est Reckoning qui le perd face à Dana Brooke. Parce que comme vous savez, c'est un match mixte. Donc on ne peut pas avoir homme contre femme. C'est homme contre homme, femme contre femme. Donc vraiment l'idée de protéger Sam Jack qui ressort quand même d'une victoire contre Ricochet. Et à quel point je me rappelle même plus de ses victoires. Je me rappelle même plus du deuxième. Donc au final, c'est vraiment le but de protéger Sam Jack. Mais de sacrifier Reckoning. Ça c'est sûr. Et on voit vraiment que Mustafa Ali, après, parce que oui, il y avait quand même Mustafa Ali aux abords du ring de Rétribution, voilà, il y a Chef toujours présent, et il est pas content. Oh, il a défoncé Reckoning, et peut-être, pourquoi pas, Mustafa Ali qui vire Reckoning de Rétribution, et pourquoi pas chercher un nouveau membre féminin du côté de Rétribution. Ça peut être sympa, parce que, pour être honnête, Reckoning... dégage de Rétribution. Tes deux premiers matchs à la fédération, bim, tu perds contre Dana Brooke... ça va être très dur de remonter à pente cocotte. Donc si j'étais toi, retourne à NXT. Et donc là, on passe en coulisses avec Sheamus qui est en train de se préparer pour son match avec McIntyre contre AJ Styles, The Miz et John Morrison. Et d'un coup, nous avons Kissy. Kissy qui est en tenue mais qui va pas catcher de la soirée. Il est juste là, voilà, pour dire quelques phrases en disant que voilà... On sait tous que c'est une question de temps, Sheamus, pour que tu viennes trahir Drew McIntyre, que tu lui mettes un petit coup dans le dos, voilà. On le connaît trop bien. Et là, Sheamus, il en a rien à foutre, il dit, voilà, je dois me concentrer sur le match. Ça, c'est clair et net. Et on passe au Miz TV Show, animé bien sûr par nos chers animateurs préférés, The Miz et John Morrison, qui nous accueille avec leur invité spécial, qui est nul autre que challenger numéro 1 au titre de la WWE, le phénoménal AJ Styles. Et là donc nous avons Miz et Morrison qui demandent tout simplement quelle va être la stratégie de AJ Styles pour TLC. Et là AJ Styles, j'ai adoré sa promo où il va vraiment chercher à utiliser les stipulations en disant que voilà, je vais attacher une chaise au dos de Drew McIntyre et frapper jusqu'à ce que la chaise se brise. Et qui va faire passer Drew McIntyre un nombre incalculable de fois à travers la table dans le but de lui faire perdre tout espoir, etc. Et qui va monter aux cieux pour récupérer le titre de la WWE. Et là, franchement, j'ai bien aimé. Et nous avons Morrison qui balance un pic en disant « Ouais, mais ton scénario, il est valable que si McIntyre arrive à TLC en tant que champion de la WWE. » Et oui, parce que Morrison nous rappelle que Miz est Mr. Money, the mec, qui peut très bien cacher sa mallette avant TLC. Et au lieu d'avoir McIntyre contre AJ Styles, on peut avoir Miz contre AJ Styles. Donc AJ Styles, voilà, il répond cash en disant « Ouais, bah oui, c'est un plan aussi, mais ton plan que tu deviens champion de la WWE est beaucoup plus intéressant que... affronter Drew McIntyre. Parce que comme il a dit la semaine dernière, c'est beaucoup plus facile de prendre le titre à The Miz que de prendre le titre à Drew McIntyre. Et là, ils vont venir se moquer de Sheamus, donc avec son accent irlandais, en disant voilà, qui adore le whisky et tout. Et Sheamus, il en a ras-le-bol d'entendre tout le monde se moquer de lui et de lui demander quand est-ce qu'il va trahir son meilleur ami Drew McIntyre. Et que s'il était dans un bar, il les défoncerait chacun leur tour. Et là, t'as John Morrison qui balance un pic à Sheamus en disant mais je crois pas qu'on vous apprend les maths en Irlande parce que tu dois pas savoir très bien compter, frère. Parce que t'es tout seul, alors que nous, on est trois. Et là, t'as tu as Sheamus qui dit pas tout à fait, pas tout à fait. Et là, nous avons donc le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui arrive et qui dit voilà, il va faire comme il fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il va démentir les pronostics et repartir avec le titre de champion de la WWE, comme il a battu Brock Lesnar.
il a battu Randy Orton et AJ Styles ne sera pas une exception à la règle. Mais avant tout, McIntyre tient quand même à féliciter The Miz et Morrison qui se relèvent après chaque raquet. Et d'habitude on a The Miz qui fait la promotion de son émission The Miz et Mrs. Mais c'est McIntyre qui le fait en disant ah je comprends mieux en fait, j'ai regardé ton émission mais en fait ta femme c'est Maryse qui porte tes coronesses dans son sac à main. Et John Morrison est tout simplement ta chienne quoi. Donc et là j'ai kiffé. Et là c'est AJ Styles qui va répondre qui dit ah, ouais mais mec vous êtes peut-être 2 mais là on n'est pas 3, on est 4. Donc c'est 4 contre 2 donc il compte Omos. Et là, ça va partir en bagarre. Mais AJ Styles quitte le ring avec Omos. Donc ça part à 2 contre 2. Et c'est John Morrison et The Miz qui se font expulser du ring par Drew McIntyre et Sheamus. Donc on voit vraiment qu'on a une bonne équipe d'un côté. Mais la question c'est... est-ce que Sheamus va trahir Drew McIntyre ce soir? Et là, on passe au prochain match de la soirée. Kofi Kingston contre Shelton Benjamin. Et bah le match en soi est assez correct. Mais voilà, le match a pas duré longtemps. On a failli avoir un petit décompte à l'extérieur de Shelton Benjamin. Mais ce dernier remonte dans le ring. Mais il se fait surprendre par un Trouble in Paradise pour la victoire. Donc vainqueur de ce match, Kofi Kingston. Et au moment où Kofi Kingston et Xavier Woods remontent à rampe, nous avons Cedric Alexander. Oui, Cedric Alexander, c'est même pas MVP, qui invite Kofi Kingston à revenir et à l'affronter immédiatement pour un nouveau match. Et comme c'est un champion, ce dernier ne va pas refuser. Bah c'est le cas, Kofi ne refuse pas et on part direct sur un nouveau match entre Cedric Alexander et Kofi Kingston. Et le match est très très bon, sans aucune intervention, rien du tout. Ah, nous avons Cedric Alexander qui remporte le match face à Kofi Kingston. Et donc Cedric Alexander qui a un énorme momentum parce qu'il a battu Xavier Woods la semaine dernière. Et cette semaine, il se débarrasse de Kofi. Donc à lui tout seul, il a battu les champions par équipe de Raw. Et on voit que MVP et Shelton Benjamin sont contents. Bien que ce soit Shelton Benjamin qui se soit fait défoncer la semaine dernière par Cedric Alexander de manière verbale. Et là c'est pareil, que ce soit lui qui prenne les initiatives. Donc ils sont contents, voilà, ils sont super contents de leur recrue Cedric Alexander. Et que peut-être grâce à lui, Yours Business touchera l'or par équipe. Et donc là, on passe au match handicap. Sheamus et Drew McIntyre contre The Miz, Morrison et AJ Styles. Et bah notez que le match en soi est assez correct. Mais beaucoup de questions s'interrogent. C'est est-ce que Sheamus d'une va trahir McIntyre? Est-ce que The Miz va cash in? Beaucoup de questions sans réponse et on attend ce match pour en avoir le cœur net. Et bah tout simplement on a eu voilà, une trahison de Sheamus. En effet, car Sheamus a voulu porter un Brogue Kick sur John Morrison. Mais John Morrison esquive et c'est Drew McIntyre qui se prend le Brogue Kick dans la gueule tout simplement. Et AJ Styles en profite pour porter son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Donc il est gagnant de ce match, The Miz, Morrison et AJ Styles. Et donc maintenant reste à se poser la question, est-ce que The Miz va cash in sa mallette? Parce que quand même McIntyre s'est pris un Brogue Kick, donc il pourrait être KO. Mais en fait non, parce que je pense que voilà, le tombé final n'est pas fait sur McIntyre, donc McIntyre est à l'extérieur, donc il pourrait se remettre vite fait et comme la semaine dernière, massacrer tout le monde. Donc on n'a pas eu de cash-in tout simplement. Et la question se pose, c'est que va être la réaction de Drew McIntyre suite au Brogue Kick de Sheamus? Et là, on part en coulisses avec donc une annonce. Voilà, on nous a annoncé que la semaine prochaine, Lana fera face à Nia Jax. Et là, nous voyons Lana qui part en décomposition totale. Elle dit mais non, mais je peux pas battre Nia Jax, c'est mort, je vais me faire défoncer par Nia Jax la semaine prochaine et tout. Et nous avons donc sa partenaire Asuka, voilà, en bon coach qu'elle est. Elle va chercher de gagner la motivation pour Lana en lui disant mais si, t'es capable de battre Nia Jax. Et dès que t'auras battu Nia Jax, il nous restera plus qu'un seul objectif en tête, c'est de devenir championne par équipe de la WWE. Et là, ça marche parce que Lana est contente, elle dit ouais, je vais battre Nia Jax, Et au moment où elle se retourne, elle voit Nia Jax et là, elle part en décomposition totale. Et Nia Jax, d'un haussement de la tête, dit mais non, sœur, non, meuf, tu gagneras pas la semaine prochaine. Et on continue toujours en coulisses où voilà, Sheamus attend McIntyre. Et donc, Sarah lui dit voilà, quelle est sa réaction par rapport au Brogue Kick? Il dit mais je connais McIntyre.
il va venir, il va vouloir en découdre et ça va finir en baston. Et la question qui tue, c'est est-ce que le bro kick a été volontaire ou pas? Et donc Sheamus dit haut et fort, mais non, c'est involontaire, meuf. J'ai jamais voulu mettre un kick dans la face de mon meilleur ami. Et là, donc, nous avons McIntyre qui arrive et qui, voilà, savent très bien, aussi bien lui que Sheamus, que déjà d'une c'est involontaire, et que McIntyre va vouloir se bagarrer. Après une publicité américaine, bah, nous avons une bagarre. Mais à noter que la bagarre, il y a des catcheurs qui sont à droite à gauche, mais il n'y en a aucun qui viennent intervenir pour séparer les deux catcheurs. Nous avons même Drew Gulak qui est sur côté, qui est sur son téléphone, hop, qui filme, qui va peut-être poster ça sur Twitter ou sur Instagram, pourquoi pas, mais aucun catcheur ne vient intervenir. Ce sont les officiels qui viennent intervenir, qui viennent séparer les deux catcheurs, et nous avons Pat Buck. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le fameux officiel qui a eu un problème avec Nia Jax dans l'année où Nia Jax a été suspendu. Bref, on passe à autre chose. Donc, il veut séparer les deux catcheurs. Mais voilà, les deux catcheurs, ils en ont rien à foutre. Ils vont lui faire passer un tabac et le faire passer à travers la table. Donc, voilà, on voit clairement que Sheamus et McIntyre se sont réconciliés. Ils avaient peut-être juste besoin de voilà, se taper un peu dessus pour évacuer toute la frustration qu'ils ont eue. Etc. Donc voilà, bah Sheamus et McIntyre sont toujours amis quoi. Et là, on passe au prochain match de la soirée, Jeff Hardy contre Bobby Lashley. Et pour information, le titre des États-Unis n'est pas mis en jeu. Mais ça n'empêche pas qu'on manque du respect aux champions des États-Unis, car au moment où Jeff Hardy allait faire son entrée, nous avons Matt Riddle qui arrive et qui dit voilà, il sait ce que c'est que côté sombre du Hurt Business, et qui sait dorénavant comment contrer Hurt Business, et pourquoi pas former une équipe avec Jeff Hardy qui est Hardy Bros. Sauf que Jeff Hardy en a rien à péter, lui c'est son match, et on part directement sur le match. Et bah le match, je vous cache pas, bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, un petit peu peur voilà, que Jeff Hardy nous fasse des risques, nous prenne des risques comme la semaine dernière face à Elias, son Swanton Bomb, où la tête touche les escaliers en acier, mais sinon ça va, il n'y a pas eu ça. Et à noter voilà, que MVP a voulu intervenir et c'est Riddle qui vient s'occuper de MVP. Mais ça n'empêche pas que voilà, Jeff Hardy a eu son petit moment et tout, mais voilà, Bobby Lashley est construit tellement fort que voilà, Food Nelson et c'est terminé quoi. Et nous avons donc Bobby Lashley qui a balancé Jeff Hardy sur Riddle. Donc on voit clairement que WWE essaie de construire une rivalité entre Riddle et Bobby Lashley. Et pourquoi pas pour le titre des États-Unis. Là, on va passer au main event de la soirée, Randy Orton contre Bray Wyatt. Mais avant le match, nous avons Randy Orton dans son vestiaire qui est en train de se concentrer sur ce match contre Bray Wyatt. Et là, d'un coup, quelqu'un tape à la porte. Donc Orton ouvre la porte, il voit qu'il n'y a personne, donc il referme la porte, normal. Et là, d'un coup, il voit le lapin voilà, de Bray Wyatt qui ouvre la porte et qui dit ouais, Bray Wyatt, il est hyper impatient de t'affronter et tout, il est très pressé et tout. Ouais, sympa. Mais le match, franchement, surkiffé ce match. Et on voit que Bray Wyatt, lui, vraiment dans son personnage où le mec il se prend des coups, il rigole, etc. Mais il y a quand même des moments où Bray Wyatt domine largement le match, notamment à l'extérieur. On voit même que Bray Wyatt, il va prendre le micro des commentateurs et dire oui, nous sommes de retour et tout. Donc ça j'ai bien aimé. Et nous avons donc le tournant du match où Randy Orton s'apprête à subir le Sister Abigail. Mais voilà, il contre, il fait le passement des yeux. Il enchaîne avec son fameux DDT de la deuxième corde. Et là d'un coup on voit les lumières qui commencent à s'éteindre. Mais Orton voilà, il ne cesse pas déconcentrer. Il porte un RKO sur Bray Wyatt. Et il fait le tombé final. Mais nous avons les lumières qui s'éteignent. Et là, d'un coup, les lumières se rallument. Et nous avons ce Fiend de Bray Wyatt qui a pris la place de Bray Wyatt. Donc Orton est en train de faire le tomber sur The Fiend. Donc Orton prend peur. Et The Fiend en profite pour porter le Mandible Claw sur Randy Orton. Et le show se termine avec Randy Orton qui essaie de se débattre du Mandible Claw mais qui n'y arrive pas et que c'est The Fiend, Bray Wyatt qui finit
pas remporté bon, le match vite fait parce qu'il n'y a pas eu de compte, etc. Mais on voit qu'à un moment donné, The Fiend reste au compte de 3, donc plus ou moins celui qui a gagné. Et franchement, j'ai surkiffé. Franchement, après, le seul bémol que j'ai dans cette rivalité, c'est qu'il nous fasse un The Fiend Randy Orton beaucoup trop vite. J'aurais tellement voulu attendre, par exemple, le Royal Rumble pour avoir The Fiend contre Randy Orton et d'avoir à TLC Randy Orton contre Bray Wyatt dans vraiment le but de justifier l'intégration de The Fiend dans la rivalité. Avec vraiment l'idée, voilà, Orton a battu Bray Wyatt parce que voilà, il connaît très bien ses points faibles et tout. Et qu'au Royal Rumble, bah, il se retrouve dans l'inconnu parce qu'il trouve pas de points faibles pour affronter Bray Wyatt, The Fiend. Voilà ce que j'aurais voulu, mais n'empêche que la rivalité est très très bonne. Et c'est pour ça que j'accorde top de la soirée à la rivalité entre The Fiend et Randy Orton. Mais vous vous demandez, Jimbo, c'est quoi ton flop de la soirée? Et bah je vais vous le dire, je décerne le flop de la soirée, et je pense que vous avez tous deviné, à la division féminine. Car franchement, j'en ai ras-le-bol de cette division féminine. On voit vraiment que Asuka bah, est juste là pour attendre le retour de Charlotte Flair ou encore de Becky Lynch dans le but de redonner vraiment du prestige à la ceinture de Raw. Que là, je suis désolé, là, la ceinture de Raw, elle n'est pas respectée, quoi. Et même Asuka, elle n'est pas respectée, alors que la meuf, elle a quand même un putain de potentiel, mais qu'au final, elle n'est pas respectée. Tu la mets en division par équipe, en plus avec Lana, qui est très très loin d'être la partenaire légitime pour ça. Franchement, j'en ai ras-le-bol de cette division par équipe, et encore pire, j'en ai marre de cette division féminine qui pour moi est vraiment le point faible de WWE, et il faudrait vraiment qu'ils arrivent à remanier quelque chose, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Donc voilà, cette review est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dont je n'en vous en dis pas plus, c'est le Penny Ministère de Jimbo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.